Moi, j'ai imaginé que ce lieu, qui est donc une annexe de la Bibliothèque nationale d'Alger, j'imagine qu'il est cédé à un industriel privé qui trouve qu'il a un super emplacement parce qu'il est dans plein centre-ville et à côté de l'université, et qui décide de le transformer en boutique de beignets parce que, dit-il, on vendra toujours plus de beignets que de livres. Ça, c'est le récit contemporain. C'est sa fiction. Voilà. Et il y a une autre fiction qui, elle, est très documentée, c'est que vous écrivez le journal imaginaire d'Edmond Charlot. Voilà, j'imagine le carnet qu'aurait tenu Edmond Charlot entre 1935, donc un an avant l'ouverture des Vraies Richesses, et 1961, juste un an avant son départ de l'Algérie, enfin son premier départ de l'Algérie. Et j'imagine le carnet qu'il aurait pu tenir sur différentes périodes de ces années-là. Donc la création des Vraies Richesses, la Seconde Guerre mondiale et la pénurie de papier, sa tentative de conquête de l'édition parisienne, son échec éditorial et puis son échec d'amitié, son retour en Algérie et jusqu'au plasticage de sa librairie par l'OAS. Toutes les informations sont vraies. Alors, quasiment toutes les informations sont vraies. Moi, je me suis beaucoup documentée sur Edmond Charlot. J'ai passé 2 ans à vivre quasiment avec une idée fixe qui était d'en savoir le plus possible sur Edmond Charlot. Donc, j'ai lu les interviews qu'il avait pu accorder. J'ai regardé les documentaires. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 ou 3 sur Edmond Charlot. Je suis allée à la rencontre de ses amis qu'il avait connu soit cette période, soit plus tardivement. J'ai écumé tous les journaux d'époque, donc avec la complexité de chercher avec le mot-clé Charlot, donc je vous laisse imaginer le nombre d'archives que j'ai trouvées sur Chaplin. Et après, Chaplin qui est passé à Alger. Chaplin qui est passé à Alger, que je cite dans Alors le livre. Ça, c'est pas une légende. Non, ça c'est vrai. Et puis j'ai retrouvé aussi des archives dans des bibliothèques, des archives de correspondance, de documents de l'époque. Puis j'ai aussi travaillé en cherchant les archives sur les auteurs et les amis qu'il avait eus à l'époque. Et puis après, il y a une part, par moment, j'ai comblé les trous, donc il y a une part d'imaginaire, ce que je dis à la toute fin du roman. Il y a quand même une part d'imaginaire réel, de travail imaginaire. Voilà, et c'est en cela que vous rendez hommage à cette librairie, à cet éditeur. Justement, on va écouter un tout petit peu la voix d'Edmond Charlot. C'était à la fin de sa vie, puisqu'il est mort en 2004. Ouais. Assez récemment. Le premier truc que j'ai fait, c'était de vendre des cachous. Vous savez ce que c'est, un petit cachou? Eh bien, je connaissais un des diffuseurs, et qui m'a dit, vous voulez gagner un peu d'argent avec moi? Alors, un été, il m'a conseillé une pochette, et je suis allé voir tous les vendeurs de cachous, c'était des épiciers, juste comme ça. Voilà, il a commencé par vendre des cachous. J'aime beaucoup cette anecdote. Il a vendu des cachous, donc il raconte moi je raconte qu'il est en chemisette et qu'il fait la tournée des commerçants, qu'il en offre à un de ses professeurs. Donc effectivement, je mêle un peu fiction-réalité. Il a été aussi professeur dans une école commerciale. Il n'avait pas beaucoup d'argent, Edmond Charlot. Et il n'avait pas énormément de fonds pour se lancer, mais à 20 ans, il en parle à son professeur de philosophie et lui dit, moi j'aime beaucoup l'édition, les livres, etc. Mais je n'ai pas les moyens de me lancer. Et son professeur a cette très belle réponse. Il lui dit, oh mais vous savez, avec un peu de cœur, un peu de force, un peu de courage, quoi, et puis quelques amis, on peut faire de grandes choses. Et du coup, ils se lancent avec 2 copains, ils réunissent quelques sous, et puis ils vont louer un lieu qui est extrêmement petit, puisque c'est 28 mètres carrés, et ce sont les Vraies Richesses, aux 2 bis de la rue Hamani, qui existent toujours.